Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, vidéos YouTube ou autres articles de mon site internet, j'évoque tous ces sujets-là. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les contenus déjà publiés et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. On entre dans 2026, mais je tenais à vous remercier pour votre soutien en 2025. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter les podcasts ou encore à regarder les vidéos YouTube. En revanche, il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés. Sachez que c'est vraiment très important pour la visibilité du podcast et en plus pour vous, c'est gratuit. Donc, merci d'avance pour ça. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Diffenbronn. Il accompagne des sportifs en nutrition et il est déjà intervenu dans le podcast. À l'époque, on avait évoqué ensemble le sujet du syndrome REDES. Aujourd'hui, c'est un autre sujet qu'on va traiter, mais qui reste en lien avec le précédent. On va vous parler de l'impact des sports d'endurance et d'ultra-endurance sur la santé hormonale. On va vous expliquer les différentes hormones et leurs fonctions au sein de l'organisme, mais aussi les différentes problématiques observées chez les athlètes et des solutions concrètes de diagnostic ou de prévention. Une fois de plus, on peut voir qu'en fait, les déséquilibres, ils sont multifactoriels avec un cumul de stress sur différents plans, que ce soit la charge d'entraînement, le déficit énergétique associé ou encore le manque de sommeil et la charge mentale. Bref, c'est un épisode qui est riche d'informations et qui va vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement hormonal, d'identifier d'éventuels symptômes et surtout de faire de la prévention. Donc, je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Salut. Bon, bah salut Seb, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Tu es déjà intervenu sur le podcast. Bon, on échange quand même régulièrement hein, sur les réseaux sociaux. On se rejoint quand même pas mal sur certains sujets en ce qui concerne bah, la nutrition, la micronutrition. Tu étais intervenu pour le syndrome REDES, Ouais. un épisode que je vous invite à aller écouter ou regarder parce qu'il avait, ben Seb avait donné beaucoup d'infos. C'était un échange quand même riche d'informations, donc très intéressant pour les auditeurs. Euh, Là, on a quand même un sujet qui est un petit peu en lien aussi quand même, et on va Ouais. y venir. On va traiter le rôle, en fait, enfin, la problématique hormonale quand on pratique des sports ben, outdoor d'ultra, que ce soit en trail, en vélo, etc. Et donc, Seb, il va nous éclairer là-dessus parce qu'il a vraiment des spécificités sur le côté hormonal. Donc, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te représenter, si tu peux, aux auditeurs. Ouais, alors je pratique un peu le sport d'endurance depuis une dizaine d'années. J'ai été jusqu'à l'ultra, là je suis redescendu. En ce moment, je fais plutôt les crosses, donc bon, j'ai un petit panel là-dessus. J'ai aussi fait pas mal de vélo plus jeune et je fais toujours du vélo, pas autant que toi, mais je fais toujours un petit peu de vélo. Voilà. Et sinon, sur le côté pro, bah, j'accompagne les sportifs et essentiellement d'endurance, donc trail, triathlon, cyclisme, un peu en ski également. Voilà, je dirais que c'est le principal et le triathlon, bien évidemment, parce que c'est le- C'est beaucoup en trail quand même, hein. ouais, principalement parce qu'en fait c'est mon sport de base, donc en fait le bouche à oreille, il vient un peu comme ça. Mais j'ai quand même des ultracyclistes, j'en ai quelques-uns. J'ai puis triathlon, etc. À l'époque, tu faisais ça un petit peu en parallèle de ton autre métier. Là, c'est actuellement ta profession principale, mais Non, non, j'ai toujours mon job principal dans l'informatique. À la base, je suis ingénieur. Et ça restera comme ça pour le moment. J'ai pas vocation à changer. c'est quelque chose de passion, quoi, aussi, quoi. Ouais, exactement. Et puis, du coup, bah, ça me fait un petit peu un parallèle avec la partie hormonale. En fait, la partie hormonale, je travaille dessus depuis longtemps maintenant. Et bon, j'ai une formation, j'ai des diplômes, etc. Et là, n'est pas le sujet. Mais en fait, c'est quelque chose de très complexe
est très prenant. Parce que je vois des personnes en consultation qui ont parfois des problèmes depuis des années et je pourrais pas faire ça. Je peux pas faire 5, 10 consultations d'hormonaux dans une journée. Parce Hum. que sur le plan, Ça demande de l'investissement mental. ouais, exactement. En Oui. général, quand je fais une consulte, un premier bilan, quand je rencontre quelqu'un, eh ben, je blague pas quand je te dis ça, hein. Je finis mon bilan, je pose tout, je vais marcher 30 minutes pour que je réfléchisse sur le cas, qu'est-ce que je vais faire, même si j'ai déjà les grandes lignes, hein, bien évidemment. Et après, je rentre et hop, je sors ce qu'il faut et j'envoie mon compte rendu. Mais voilà, je pourrais pas, comme un diététicien qui verrait, ou un médecin, ou un kiné qui verrait défiler comme ça plein de monde, je peux pas le faire parce que ça demande beaucoup sur le plan réflexion. Bah, je te rejoins, tu vois, là-dessus. C'est pour ça qu'après, je n'ai pas voulu aller dans ce système-là parce qu'au début que j'ai commencé, je partageais un cabinet où je faisais des consultations en nutrition, tu vois. Et c'était un petit peu centralisé sur 2 journées. Et en fait, j'enchaînais les consultations et je me disais, j'ai pas la même énergie au tout début qu'à la fin et je voulais surtout pas perdre en qualité, en fait, tu vois. Voilà, c'est exactement pour ça. Donc j'ai dit, je ne ferai pas ça et je préfère privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ouais, exactement. Voilà. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire et nous définir surtout quels sont les différents types d'hormones et leur rôle au sein de l'organisme, sans parler du côté ultra déjà, mais juste sur le côté santé, qu'est-ce que ça régule? Alors, je dirais, si je simplifie un petit peu, on a des glandes dans le corps, il y en a un petit peu partout. Il y a la thyroïde, il y a les glandes surrénales, les testicules chez l'homme, les ovaires chez la femme, etc. Et elles vont sécréter des hormones. Ces hormones, c'est des petits messagers chimiques. Si je reviens sur la thyroïde, par exemple, elle sécrète de la T4 qui devient de la T3, et la T3 va avoir des actions dans plein de cellules. Quasiment toutes les cellules du corps ont de récepteurs à la T3 pour aller faire des actions. Euh, la testo, par exemple, elle va avoir des actions aussi musculaires, sur la partie psycho-émotionnelle, etc. Voilà. Donc, si je simplifie vraiment, c'est ça. C'est le cerveau commande des glandes, et ces glandes, elles produisent une molécule qui va, en termes de message, aller activer des choses un petit peu autre part dans le corps. Voilà. D'accord. Et après, si on divise un petit peu en différentes familles, on va avoir plutôt les hormones thyroïdiennes d'un côté, que je viens d'évoquer. On a les hormones sexuelles de l'autre, œstrogène, progestérone, testostérone, etc. Il y en a d'autres, mais les principales. Et après, les hormones plutôt liées à la gestion du stress, le cortisol. Voilà, je dirais que c'est sans doute, il y en a d'autres, prolactine, etc., etc. Mais voilà, si je reste un petit peu sur ce Tout ce qui est qu'on... insuline aussi, glucagon, tu vois, pour la Oui, gestion. par exemple, ouais, si tu peux aller sur ce genre d'hormones aussi, effectivement. Ok, ok. Donc, ça régit quand même pas mal de facteurs de santé, alors, du coup. Ah bah oui, clairement, de santé, de performance, psycho-émotionnel, cognitif, etc. Oui. C'est quelque chose qu'il faut... Je dirais que quand la personne a des troubles hormonaux, c'est là peut-être où on se rend compte à quel point c'est impactant sur beaucoup de choses. Si je reviens aux hormones sexuelles, les hormones sexuelles, ça sert pas. Des fois, je peux entendre ça. Tant que vous voulez pas de faire des bébés, c'est pas grave, vous pouvez rester aménorrhée pour les demoiselles. Clairement pas, parce que en fait, il y a un impact vraiment pas. Ça sert pas qu'à faire des bébés. Ok, ok. Et justement, on en vient. En fait, c'est plutôt les stress qu'on va infliger à l'organisme qui vont faire que bah, potentiellement, on peut impacter de façon négative sur le côté hormonal, du coup. Et on en vient au sujet du jour, c'est-à-dire que l'ultra-endurance et la pratique des sports comme ça de longue distance, ça impacte quand même sur le stress physiologique global de l'organisme. Ça impose de nombreux stress. Et c'est des sports où on peut retrouver quand même beaucoup, beaucoup de déséquilibres hormonaux et qui ne sont pas que liés à l'entraînement. C'est quoi, toi, les troubles hormonaux que tu peux observer le plus chez les sportifs? Bah, je dirais, il y a la version simple, la partie visible de l'iceberg. Assez simple, c'est les troubles du cycle chez la femme. Donc, des cycles qui deviennent trop longs, c'est-à-dire qu'au-delà de 35 jours,
Globalement, il faut se poser des questions. Un cycle physio, c'est 21-35, donc au-delà de 35. Ou des cycles qui sont très irréguliers, c'est-à-dire qu'on va avoir de temps en temps un cycle qui est, allez, 30 jours, et après, on va avoir des cycles très irréguliers, on n'a rien pendant un mois, 2 mois, 3 mois, etc., parce que peut-être plus de charges d'entraînement, etc. Voilà, ça, je dirais que c'est peut-être la version assez, je dirais, très visible chez la femme. Et chez l'homme, ça va être des troubles de la libido, des troubles de l'érection. Voilà, je dirais, on est plus dans cet ordre-là. Sujet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tabou chez l'homme. Je pourrais le dire 25 fois le mot tabou. Parce que je vois bien en consulte quand je pose la question, il y a des hommes qui hésitent un peu à me donner l'info, etc. Alors que la femme, globalement, et aussi parce qu'on en a peut-être beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est devenu, voilà, globalement, elles en parlent Oui, beaucoup puis parce plus que librement. les hommes vont allier ça au côté virilité. Donc, Oui, et puis on est dans un monde patriarcal où effectivement, bah voilà. Bon, on va pas dériver là-dessus, mais effectivement, c'est un sujet. Donc, je dirais que ça, c'est la partie vraiment visible. Mais après, il y a plein de petites infos que le corps vous donne qui sont importantes. Si je prends par exemple du côté des hormones thyroïdiennes, la thyroïde régule plein de choses. donc là, La c'est fonction, T3, T4 en gros, hein. ouais, T3, T4. Alors, T3. La T4, c'est une hormone de réserve. C'est la T3 qui a une action au niveau physio. Quand on a des soucis liés à la pratique sportive, on va plutôt se retrouver en hypothyroïdie, en légère hypothyroïdie, parce que l'hyperthyroïdie, c'est une maladie. Là, bon, c'est médecin, endocrino, etc. Ça, c'est pas dans notre discussion d'aujourd'hui. Donc, plutôt hypothyroïdie. Euh, et donc, ça va être de la frilosité, frilosité surtout aux extrémités, de la fatigue au réveil, euh, le petit coup de barre après déjeuner, c'est assez classique aussi, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'énergie pour à la fois digérer et à la fois faire le reste. On va avoir aussi des troubles cognitifs, les troubles hormonaux, du coup, que j'avais cité avant. Et ben en fait, l'une des causes, ça peut être le problème de thyroïde. Voilà, donc je dirais des fonctions thyroïdiennes un petit peu basses chez les sportifs d'endurance. Alors, j'ai un biais de recrutement, forcément, mais c'est un bon trois quarts de ce que je peux voir passer, je dirais. Ok. Après, il y a tout ce qui est en lien avec la sphère psycho-émotionnelle. Donc, parce que pour les mêmes raisons, l'hormono, elle a des impacts sur, euh, sur le cerveau, si je simplifie un petit peu. Et donc, on se retrouve avec potentiellement des athlètes qui commencent à être un peu irritables, un petit peu déprimés, un petit peu anxieux, des troubles du sommeil, une réflexion, la mémoire qui commence à flancher un peu, la concentration, etc. Voilà, tout ça aussi, ça peut être des signaux. Euh, Il y a les troubles digestifs, mais du coup, on en revient en lien avec plutôt ma fonction thyroïdienne qui est un peu basse. Et j'ai sans doute peut-être, allez, fait le tour. Ah si, il y a peut-être un point important quand même, fracture de fatigue. Fracture de fatigue, ça peut arriver une fois, tu vois, tu changement de charge d'entraînement un petit peu brutal, des pompes carbone qu'on n'avait pas mis, on se met à sortir tous les jours avec, ou on se met à faire de la piste alors qu'on n'en faisait pas. Bon bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent expliquer. Mais si, ça m'arrive souvent, un coach qui me contacte, qui me dit, non mais là j'ai un athlète, fracture de fatigue, et pour le coup, je suis sûr de moi, c'est pas un problème de charge, etc. Bah, on peut se poser la question. Et en tout cas, s'il y a fracture de fatigue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce que des fois ça m'arrive d'en voir beaucoup, et beaucoup en peu de temps, et ben là, clairement, il faut se poser des questions parce que l'hormono, les œstrogènes notamment, ont un lien très important dans la santé osseuse. Et après, peut-être le dernier point, c'est que les œstrogènes ont aussi un rôle sur la synthèse de collagène. Et donc, du coup, Hmm. voilà, tout ce qui peut être blessure un peu, pareil, je travaille avec quelques kinés qui parfois, eh ben, ils comprennent pas pourquoi cet athlète-là, eh ben, le bobo, impossible de le soigner, alors que d'habitude, il n'y a pas de souci. Et voilà, potentiellement, on peut se poser quelques petites questions. Ok, ok. Euh, mais est-ce que le point de départ de tout ça, ce serait pas quand même, comme on l'a dit, comme ça stresse l'organisme, est-ce que ce serait pas le cortisol au départ de tout ça?
qui serait un peu le guide au niveau répercussions hormonales? Alors, euh, oui et non. Le cortisol, c'est qu'une partie de l'équation. Le cortisol, déjà, c'est une hormone pour faire d'adaptation pour faire face à un stress. Tu vois, souvent on dit c'est l'hormone du stress. Non, il y a une petite subtilité dans la chose, c'est si on te soumet à un stress, on sécrète du cortisol, c'est normal de sécréter du cortisol, et après, normalement, on repasse dans une phase de repos, etc., et le cortisol redescend. Le souci, il est quand on est dans un cortisol qui est haut chroniquement. C'est ça le problème, globalement. Parce qu'il faut pas dire aux gens, il faut pas de cortisol du tout. Si on n'a pas de cortisol du tout, une maladie, clairement, on a, vraiment, et du coup, ben, on se lève un burn-out, et du coup, le matin, on se lève même pas de son lit. C'est là où il faut quand même comprendre que le cortisol a un intérêt et un rôle important. C'est d'ailleurs un anti-inflammatoire, le cortisol. Euh, mais effectivement, un cortisol qui est chroniquement haut va avoir des impacts sur Oui, à la sur un fois ma peu fonction près tout. thyroïdienne et Sur à un la peu fois près sur... tout. Ouais, parce qu'en fait, si je simplifie un petit peu, en fait, imaginons si vous avez plusieurs canaux de discussion. Le cerveau, on parle d'axes hormonaux. Le cerveau, il va avoir un axe pour discuter avec la thyroïde, il va avoir un axe pour discuter avec les glandes surrénales pour le cortisol, un axe pour discuter avec les ovaires ou les testicules, etc., etc. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, s'il doit sécréter beaucoup de cortisol, et ben en fait, il va inhiber les autres axes. C'est à la fois un mécanisme de protection et à la fois, il peut pas non plus tout faire en même temps. Et donc, du coup, si j'ai besoin de sécréter beaucoup de cortisol, et ben à côté, ma thyroïde, hop, elle baisse. Mon axe vers les ovaires et les testicules, ça baisse. Et du coup, effectivement, eh ben, je me retrouve avec une diminution au niveau, euh, au niveau hormonal. Mais c'est là où faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui décide volontairement lui-même de baisser. OK? Donc, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie, etc. C'est juste que la contrainte de l'entraînement, déficit énergétique et plein d'autres choses font que, du coup, le cerveau il est obligé de faire des choix. Le choix, c'est de vous maintenir en vie. Et donc, du coup, bah là, sur le moment, le cortisol est plus important que le reste. Voilà. Oui, c'est normal, comme on le disait, sur un temps court. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est entre on va dire les contraintes extrasportives, plus le stress rajouté qui fait de nouvelles contraintes au niveau stress physiologique, etc., ça impacte justement cette cascade. Et tu parlais du cortisol, que ça influe sur le côté T3, sur le côté hormones thyroïdiennes et hormones sexuelles, mais on pourrait aussi le remettre sur le côté insuline, sur le côté, régulation des hormones de l'appétit aussi. Tu vois, donc tout ça Oui, est lié. clairement. Ouais. Bah, de toute façon, globalement, en hormonaux, tout est vraiment lié et imbriqué. C'est pour ça que je reviens peut-être à ce qu'on disait en intro, mais parfois je suis obligé de sortir des schémas en consulte pour expliquer à la personne ce qui va pas, des schémas de physio, des schémas de biochimie, et ben, globalement ça part dans tous les sens. Des liens qui se font dans tous les sens, et une fois que tu as expliqué ça, la personne elle te dit, ah ouais, c'est compliqué. Ah bah oui, c'est vraiment compliqué. Euh, donc oui, il y a des liens vraiment, vraiment dans tous les sens. OK. Euh, donc, au niveau conséquences sur la santé et sur le côté performance, qu'est-ce qui doit nous alerter en premier? Bah, j'ai envie de dire presque tout. Presque tout, mais en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as la partie visible de l'iceberg, le cycle hormonal et les problématiques libido-testo chez l'homme. Bon, là, du coup, on comprend bien. Après, on a parlé de la santé osseuse, c'est quand même un vrai sujet. Le manque d'œstrogène, il y a aussi un impact sur la santé cardiovasculaire. Toute la partie cognitive, bah, on comprend bien que si à 25, 30, 35 ans, on commence déjà à avoir des troubles sur le plan cognitif, c'est un peu compliqué. Euh,
il y a quand même quelques études aussi qui montrent que la fonction thyroïdienne trop basse, pareil sur le problème cardiovasculaire, et puis potentiellement digestive avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis là, pareil, tu vois, on en revient presque à des boucles un peu presque infinies parce que tu as des problèmes digestifs, mais du coup, le problème digestif peut engendrer des problèmes hormonaux. Donc après, voilà, ça peut vite être un peu compliqué. Donc là, il y a l'aspect santé et l'aspect performance. Bah, en fait, il est simple à comprendre. C'est-à-dire que ça va marcher quelques temps l'affaire. Ça va marcher, il y en a, ça va marcher quelques mois, il y en a, ça va marcher quelques années, 2, 3 ans. Mais plus on joue longtemps, plus après le retour du bâton il est compliqué. Parce que des fois il y a des athlètes, j'en ai eu un là, c'est souvent l'exemple que je prends parce que c'est le plus marquant. Et ben on a mis 3, 4 ans à le ressortir de ses problématiques hormonales. Ah ouais, quand Donc même. ah bah ouais ouais, clairement. Et c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs en fin de consulte, c'est combien de temps? Bah j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à sortir la personne du contexte dans lequel elle s'est mise. Et peu importe le problème qui l'a amené là, il faut le sortir de ce problème. Donc, ça peut mettre quelques semaines, quelques mois et le problème est réglé. Mais si ça dure depuis longtemps et que ça a été très profond, eh ben, c'est comme je sais pas, allez, on pourrait prendre une aponevrosite ou je ne sais quoi. Si tu la prends à temps, ça peut être réglé en un mois. Si tu cours dessus pendant 5 ans, eh ben, ça va peut-être être très compliqué de t'en sortir. Voilà, c'est un peu le. Et du coup, je reviens à l'aspect performance. Et ben, en fait, au début, pas trop de différence. Voire même, il peut y avoir un petit gain au tout début, parce qu'il y a souvent une perte de poids, etc. Et après, eh ben, on se fait rattraper par le truc, et on va arriver sur un plateau de performance, voire même l'athlète, il commence un peu à baisser en performance. Du coup, le coach, il comprend pas trop d'ailleurs. Euh, Même parfois, ils vont peut-être avoir moins envie de s'entraîner, mais ils y vont quand même parce que no pain, no gain. Euh, et puis voilà, plus de blessures. Et puis hop, cercle un peu vicieux. Et puis on se retrouve à être de moins en moins performant. Ok. Si on devrait donner des signaux d'alerte simples aux auditeurs là. Bon, déjà, quand on se pose quand même la question, c'est qu'il n'y a pas vraiment de doute, on va dire. Mais, Ouais, clairement. C'est ça, c'est mais une bonne remarque. clairement, si tu devrais résumer quelques signaux d'alerte qui devraient nous mettre la puce à l'oreille sur ça. Bah, les signaux hormonaux, ils sont simples, hein, on en a parlé. Aménorrhée, Non, cycle mais là, on très va déjà loin irrégulier. quand même dans l'aménorrhée. Tu vois? Ouais, ouais, c'est pour ça qu'après, il y a aussi les cycles qui sont trop longs. Les gros syndromes prémenstruels aussi, les règles très douloureuses, etc. Ou à l'inverse, pardon, pas à l'inverse, ou des règles qui sont très peu abondantes. Euh, un jour, ou même pas quelques petits spottings, clairement, il faut se poser des questions. Voilà, pour les femmes, pour les hommes, bah, érection, libido, etc. Là, voilà, on se pose des questions sur cette partie-là. Les fractures de fatigue, on se pose des questions. La partie psycho-émotionnelle, on se pose des questions. Ça, globalement, parfois, on peut peut-être avoir un peu de mal, mais on peut s'auto poser des questions. Ma concentration, ma mémoire, etc. Ou même des fois, les gens me disent, ah ouais, mais mon mari m'a effectivement, ma femme m'a dit effectivement, putain, tu retiens plus grand-chose de ce que je te raconte. T'es irritable au possible quand tu rentres le soir à la maison, etc., etc. Voilà. Là, il y a des petites choses. Euh, et puis, il y a tous les symptômes d'hypothyroïdie que j'ai évoqués. Donc, frilosité, frilosité aux extrémités, fatigue au réveil, la fatigue tout court d'ailleurs. Et puis après, les autres vont se recouper parce qu'il y a les troubles cognitifs, troubles hormonaux, etc. qui en découlent. Donc Ok. déjà avec ça, et puis après, tu as tout ce qui est lié à l'entraînement qu'on a évoqué 5 minutes avant, hein. L'athlète qui commence à se désadapter gentiment, bah, clairement, on se pose des questions. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme symptômes qui sont vraiment trop souvent banalisés? Tu vois, qu'on prend pas le temps d'écouter. Les symptômes d'hypothyroïdie, je Ouais. dirais. Les symptômes digestifs, mais ils sont pas tout le temps hormonaux, liés à des problématiques hormonales, loin de là d'ailleurs. Mais les symptômes digestifs, globalement, il y en a plein qui en ont. Et pas, je parle pas qu'en course, hein. Globalement, je parle de symptômes digestifs au, Au quotidien. au quotidien, ouais, bien sûr. Donc, je dirais que c'est peut-être ces deux-là, les principaux. Euh,
Ouais, je dirais que c'est peut-être, ouais, c'est cela les deux. Et j'en reviens à ce que tu disais, le fait de ne pas avoir ce côté action au réveil, du mal à se réveiller, etc. Est-ce que ça a un lien quand même, on parle des neurotransmetteurs, notamment avec la dopamine, Oui. ou voilà, est-ce que Ah tu bah clairement. fais ça? Oui, clairement, parce que les hormones sexuelles ont un impact sur la dopamine. J'ai fait un épisode avec, je lui fais un peu de pub, Ultra Mental, qui est Ouais, sorti il y a un petit mois. On en a parlé d'ailleurs de cette partie-là, où effectivement, eh ben, la dopamine, mais la sérotonine aussi, le GABA. En fait, il y a plein de neurotransmetteurs dans le cerveau qui ont un lien étroit avec l'hormono. Et justement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Parfois, on s'en rend pas forcément compte, mais quand la personne elle avait des troubles hormonaux et que elle a tous ses neurotransmetteurs un peu bas et que le trouble hormonal est corrigé, elle retrouve du coup des niveaux de dopamine normal. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ah bah oui, il y avait vraiment un gros impact. Mais c'est très bien documenté sur le plan scientifique, il y a des études, etc. sur le sujet. Mais je dirais qu'il y a deux parties sur le matin au réveil. Il y a je suis fatigué, mais j'ai quand même de l'entrain à faire les choses. ouais. Ok? Donc la fatigue, tu vois, c'est pas la dopa. Par contre, il y a, ok, je suis pas fatigué, mais alors, bah, j'ai rien envie de faire, tu vois. Ou sinon, ça va être, j'ai rien envie de faire, mais le seul truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller m'entraîner. Parce que du coup, eh ben, l'entraînement va t'aider à sécréter de la dopa. Donc du coup, hop, tu vas aller récupérer un petit peu ce que tu n'avais pas le matin. Alors que ton boulot, etc., tu vas pas aller sécréter de dopa, donc en fait, t'as pas envie d'aller la faire, Ouais, c'est un de le cercle faire vicieux, convenablement. hein. Ah bah oui, clairement. Ah bah oui, oui, clairement. Là, tu as parlé juste brièvement, hein, mais ce que c'est un peu dopamine, sérotonine et GABA? On entend Ouais. quand même parler, mais on le définit pas forcément. Bah, dopamine, c'est, je dirais, l'entrain, la motivation, etc. Donc plutôt, allez, début de journée, on va dire. Sérotonine, c'est plutôt, allez, je simplifie, c'est joie de vivre, tout va bien dans ma vie, peace and love, etc. Et quand on en manque, du coup, bah, on est un petit peu dépressif, un petit peu irritable, un petit peu anxieux, etc. La sérotonine devient de la mélatonine, qui est un neurotransmetteur, non, qui est pas un neurotransmetteur, qui induit le sommeil. Euh, voilà. Et le GABA, qui est un neurotransmetteur plutôt inhibiteur, plutôt calmant, etc. Voilà. Ok, ok, ok. Si des personnes se posent des questions justement par rapport à ce que tu as dit, aux différents symptômes, etc., qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Quel bilan ou marqueurs sont pertinents à analyser? Comment le faire? À quel moment faut le tester, etc. Alors, déjà, le premier truc à faire, ça reste le médecin, dans tous les cas. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une patho, d'une maladie. Donc, premier truc à faire, c'est d'aller voir son médecin, lui parler de ses problèmes. Et le médecin, il va, dans son périmètre, faire son job. Ok. C'est là où c'est important. C'est-à-dire que si c'est lié à votre activité physique, un REDS, euh, des carences liées à l'activité physique, etc., globalement, le médecin va rien trouver. Et c'est normal. Et c'est là où, du coup, il faut passer à l'étape, je dirais, d'après. Et l'étape d'après, bah, ça va être de se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Donc, si c'est en lien avec vraiment de l'hormono, bah, faut trouver quelqu'un qui maîtrise la partie hormonale. Ça peut être dans un premier temps votre gynéco. Ça peut être, il y a certains médecins du sport qui maîtrisent bien le sujet aussi. Ça peut être aussi ça. Euh, Après, si c'est un doute sur la partie alimentation, bah, ça peut être diététicien, nutritionniste, etc. Voilà. Je dirais, dans un premier temps, on élimine la partie cause médicale. Et ensuite, eh ben, il faut trouver la personne qui va bien pour vous accompagner. Et là, il y a plusieurs leviers pour comprendre ce qui va pas. Il y a déjà le, la clinique, les symptômes. Ça parle beaucoup. Là, tout à l'heure, tu m'as posé des questions. C'est quoi les symptômes quand... Voilà. Donc, il y a les symptômes d'hypothyroïdie, les symptômes hormonaux, etc. En posant les bonnes questions, on a déjà plein d'infos là-dessus. Ouais, toi, tu peux, par rapport à un questionnaire, déjà identifier pas mal de signaux cliniques, quoi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Questionnaire, et puis après, tu rediscutes avec la personne en live, et puis hop, tu récupères des infos. Ça, c'est une partie. Tu as la partie, qu'est-ce que je mange la personne? Ok. Est-ce qu'elle mange assez?
en termes de quantité? Est-ce qu'elle mange assez en termes de qualité? Voilà, là, tu récupères aussi une partie des infos. Et après, les dernières infos, c'est prise de sang. Ok, la biologie, parce que des fois, ça peut être un peu plus qu'une prise de sang. Et ça te permet, tu mets tout ça dans un petit sac, tu secoues, et hop, ça te permet de comprendre ce qui va pas. En gros, si je simplifie un petit peu. Euh, Et donc, pour en revenir à ce que tu me posais comme question sur la biologie, euh, alors c'est là où c'est compliqué. Parce que si je reviens sur la partie... Allez, on va commencer sur la partie thyroïde. Parce que c'est quand même le chef d'orchestre du métabolisme, cette affaire. Ça, vraiment, le truc, il est ultra important. Euh, Il y a la TSH, ok? La TSH, c'est votre cerveau qui demande à la thyroïde de faire une action. Ok. Et dans le monde médical, en gros, si je simplifie un peu, on te dit la TSH, si elle est OK, tout est OK. Sauf qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Parce que c'est aussi très bien documenté. Si on a un stress chronique, du déficit énergétique, etc., chez le sportif, eh ben, cette TSH, elle devient décorrélée de ma T4 et de ma T3, qui sont les hormones thyroïdiennes qui vont faire le boulot. Donc, du coup, il me faut un bilan thyroïdien complet. T4L, T3L. L, c'est pour libre. T4 libre, T3 libre. Avec la TSH. Alors, c'est là où c'est compliqué parce que la Haute Autorité de Santé, depuis l'année dernière, en fait, ce n'est plus pris en compte. Hors pathologie médicale, mais ça, pareil, c'est pas dans le cadre du podcast. Et du coup, eh ben, il faut demander au labo de votre poche de rajouter T4 et T3. Mais le problème, c'est qui va vous analyser le bazar derrière. C'est un peu le problème. Donc c'est là, je reviens à ce que je disais il y a 5 minutes, c'est-à-dire que bah, en fait, il faut se faire accompagner parce que sinon, vous pourrez pas avancer sur cette problématique de fonction thyroïdienne. Donc TSH, T4, T3, on a la thyroïde déjà. Qu'est-ce qui se passe au niveau hormones thyroïdiennes? Ensuite, au niveau hormones sexuelles. Chez la femme, il faut une prise de sang le troisième ou quatrième jour de ses règles. Ça, c'est, je dirais, le bilan d'entrée. Ok, début de cycle, ça nous donne déjà pas mal d'infos sur l'axe, mon cerveau qui discute avec mes ovaires, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils discutent assez, est-ce que c'est pas trop bas, aménorrhée centrale par exemple, ou aménorrhée hypothalamique, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai comme niveau d'œstrogène, qu'est-ce que j'ai comme niveau de testostérone, ma prolactine, etc. Hop, voilà, j'ai déjà pas mal d'infos ici. Et ensuite, ça peut être intéressant, c'est pas nécessaire dans tous les cas, mais une prise de sang 7 jours après l'ovulation pour être sûr que la femme ovule. Parce que c'est pas parce que vous avez vos règles que vous avez ovulé, surtout chez les sportifs. Ça arrive régulièrement que ça soit pas le cas. Donc ça peut être quand même important de vérifier, mais ça plutôt dans un second temps. Et chez les hommes, là par contre, il n'y a pas de moment, il n'y a pas le cycle hormonal de l'homme, il est tous les 24 heures. Donc du coup, faites une prise de sang de testo le matin, euh, idéalement avec les œstrogènes, parce que les œstrogènes, il y en a aussi chez l'homme et ils sont importants pour la santé osseuse. Ok. Voilà, et idéalement avec le transporteur SHBG. Je ne vais pas rentrer pour plus de détails, mais si on n'a pas la SHBG avec la testo, je dirais qu'on ne peut pas forcément tirer des conclusions précises. Voilà. Et après, on pourrait se poser la question cortisol. Est-ce qu'on dose, est-ce qu'on dose pas? Bon. Là, il y a un peu débat parce que le cortisol dans le sang, globalement, il a un intérêt que sur le plan médical. Ok. Et du coup, pareil, ce que j'ai déjà dit 3, 4 fois depuis le début, là, on sort de ce cadre-là. Donc, du coup, je ne regarde jamais le cortisol sanguin, parce que c'est pas ma partie, c'est pas mon boulot. Par contre, il y a des analyses intéressantes qui sont le cortisol salivaire, plusieurs fois dans la journée, pour voir comment est-ce que c'est régulé. Normalement, on doit avoir un peu de cortisol tout de suite quand on se lève. 30 minutes après, on doit avoir plus de cortisol. Il y a des ratios, mais je ne vais pas perdre tout le monde. Et ensuite, dans la journée, on peut faire midi ou seulement le soir. Normalement, ça doit redescendre et ça doit être plutôt, voilà, je dirais, cohérent. Après, il y a les analyses d'urine sur 24 heures, bon, qui sont un peu discutables parce que les données sont pas forcément faciles à exploiter. Mais le cortisol, déjà, à la clinique, il y a énormément d'infos. Voilà. Euh,
c'est quand même assez facile de s'en rendre compte. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller pousser la partie cortisol. Comme tu disais un peu tout à l'heure, s'il y a un doute, c'est que le cortisol, il est souvent trop haut. Voilà. Et je pense que déjà, avec ça, tu as déjà beaucoup d'infos. Mais, mais, on en revient un peu à ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le REDES, c'est-à-dire que l'hormono, elle a besoin de plein de choses pour fonctionner et elle a besoin de plein de nutriments, dont le fer, par exemple, dont les vitamines du groupe B, dont le Q10, le zinc, magnésium. Et donc, du coup, eh Ouais, c'est un ben, panel trop eh, large, quoi. du coup, en fait, il te faut quand même un peu ces infos à la bio. Ah ouais. Parce qu'une carence en fer, Ah bah oui. elle peut impacter la partie hormonale chez la femme. Ah Et oui, oui, donc, en plus de mon bio, de ma bio à J3, J4, là, il me faut aussi quand même un minimum de choses. J'ai besoin de cholestérol aussi pour fabriquer des hormones. La base de la base, c'est du cholestérol avant de venir des hormones stéroïdes. Et donc, est-ce qu'il y a suffisamment de cholestérol? Voilà. On peut parfois se poser la question s'il y a des choix alimentaires qui font que. Euh, oui. Même tout ce qui est après CRP, tu vois. Tout ce qui est oui, inflammation. clairement. Ouais, CRP pour la partie inflammatoire. De toute façon, si tu fais un bilan Martial, il te faut idéalement la CRP, sinon ça n'a pas de sens. Tu peux pas exploiter le bilan Martial sans avoir fait la CRP. Donc, mais oui, après tu ratisses. Globalement, il te faut quand même quelque chose d'assez complet. J'aime bien le, j'aime bien dire que si on ne cherche rien, on ne trouve rien. Mais à l'inverse, j'ai certains collègues qui balancent des bios à 300, 400, 500 euros. C'est pas ma manière de fonctionner. J'aime pas cette manière de faire. Parce que j'estime que, comme on disait tout à l'heure, avec les bonnes questions, qu'est-ce que l'athlète mange et une première bio de base, On peut et déjà ben en avoir quelque fait, chose de concret, il quoi. y a déjà énormément d'infos. Il n'y a pas besoin d'aller balancer, tu vois, vraiment Ok, parfois il y a besoin d'aller pousser des choses sur des troubles digestifs, par exemple. Il te faut des analyses complémentaires, mais pas de base. Si tu commences à balancer des bilans à tout le monde, bon, tu t'en sors pas, quoi. Ouais. Tu t'en sors pas. Je reviens à une question intéressante qu'on avait eue là en lien avec ça. C'est une personne qui demandait, c'est possible d'avoir un bilan thyroïdien qui est OK, donc TSH, T4 et T3 libres, mais d'avoir tout de même un problème hormonal. Ouais. Et du coup, j'avais fait une petite story sur Insta en disant que je pourrais faire l'épisode complet là-dessus. Et clairement, je pourrais faire l'épisode complet là-dessus. Tellement je peux partir dans tous les sens sur cette question. Et c'est pas de l'arrogance de ma part, hein. Euh, Typiquement, déjà, le premier point, c'est les normes labo. Il me dit que c'est OK. Mais OK. OK, pour moi, ça veut pas, c'est pas assez précis. Parce que les normes labo, elles sont beaucoup trop larges sur la fonction thyroïde. Euh, et si je donne un petit peu allez, je fais un petit exemple avec la température extérieure. C'est comme si que j'avais une température extérieure. On disait qu'il y avait une norme et on dit l'homme, il peut vivre entre, allez, moins 30 degrés et 40 degrés. OK? Moins 30 degrés, tu t'habilles un peu, bon, un peu froid, mais ça va. 40 degrés, bah, un peu chaud, mais bon, allez, c'est supportable. Par contre, si je te demande ta température idéale pour aller t'entraîner là, tu vas me dire 20-25 peut-être. Et même peut-être 15 degrés si c'est une séance d'intense. Bon, allez, on va dire autour de 20 degrés. OK? Mais du coup, les normes labo sur la fonction thyroïdienne, elles sont là pour savoir si t'es malade ou pas malade. OK? Mais c'est pas forcément optimal. Et c'est là toute la problématique. Euh, donc, quand on est sur des hormones thyroïdiennes, normes labo un peu basses, il faut se poser des questions. D'autant plus que chez le sportif, il y a besoin de plus d'hormones thyroïdiennes. Parce que la physio, elle tourne plus haut. Il y a besoin de plus de T3 pour brûler les glucides, par exemple. On en mange plus, donc forcément, il en faut plus. La physio, elle tourne plus haut, donc forcément, il en faut plus. Donc, si on compare un sédentaire, typiquement, avec un sportif, déjà, peut-être qu'il faudrait peut-être pas la même norme d'hormones thyroïdiennes. Si les mêmes normes entre un homme et une femme, alors que clairement, les hommes, ils ont besoin d'un peu plus. Euh, donc là, déjà, il y a un problème, il y a un premier problème. Deuxième problème, c'est que la norme du labo A n'est pas forcément la même que la norme du labo B. C'est-à-dire que tu vas faire ta prise de sang
le même jour le labo A, c'est dans la norme. Tu vas dans le labo d'en face, dans la rue d'en face, ça sera peut-être pas dans la norme. Ouais, et puis selon les pays, c'est totalement différent en plus. Selon les pays, c'est pas la même chose. Donc là, du coup, voilà, déjà, il y a un premier point. Alors, je donnerai pas de valeur pour la T4 et la T3, même s'il y en a quand même globalement quelques-unes qui sont, voilà, mais je donnerai pas de chiffres. Mais la première question à se poser en hormonaux, et surtout sur la fonction thyroïdienne, c'est est-ce qu'il y a des symptômes d'hypothyroïdie? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. S'il y a des symptômes d'hypothyroïdie, il y a un sujet. C'est pas plus compliqué que ça, ok? Parce que le chiffre sur le papier de la prise de sang, c'est qu'une info. L'autre info, c'est le sportif, la sportive qui a un symptôme. Il faut écouter et comprendre pourquoi il y a ce symptôme. Et peut-être que elle a besoin d'un peu plus d'hormones thyroïdiennes que la voisine. Et c'est OK. Et ça, c'est un grand classique, typiquement, chez les personnes qui ont des pathos de thyroïde. Par exemple, ablation de la thyroïde, ils avaient un taux avant qui était X, on leur met le traitement, et du coup, ils ont plus le taux X. Ils ont un peu moins, mais toujours dans la norme. Et ils ont des symptômes. Il y en a quelques-uns dans ma famille que je citerai pas qui sont dans ce cas-là. Et donc, du coup, c'est là où tu te dis, en fait, la personne, elle allait bien avec cette valeur-là, mais avec la valeur plus bas, elle va pas bien. Et pourtant, c'est bien dans la norme. Donc, voilà. Ne serait-ce que là, déjà, sur la norme, on a une question. Euh, et donc, je reviens à, s'il y a des symptômes, il faut se poser des questions. Ensuite, je vais essayer de pas faire trop compliqué, mais la valeur dans le sang, c'est qu'une info. Après, il faut que ça aille faire une action sur des récepteurs dans les cellules qui ont besoin de nutriments. OK? Si mon récepteur, j'ai beau avoir la T3 qui va bien, mais il faut que ça rentre dans ma cellule et il faut que ça active le récepteur. Bah, voilà. Et dans ma cellule, il y a des petites enzymes qui s'appellent des iodases qui vont avoir plein d'actions, dont le fait, par exemple, de dégrader la T3 dans d'autres choses, de la T2 par exemple, ou dégrader la T4 en reverse T3. Et ces désiodases, elles sont activées, par exemple, en cas de cortisol excessif. Donc, je peux avoir dans le sang un T3 OK, mais si j'ai un cortisol excessif d'un côté ou d'autres choses, des troubles digestifs, etc., qui font que, eh ben, en intracellulaire que tu vois pas à la prise de sang, globalement, tu peux avoir une clinique qui est complètement décorrélée de j'ai une info dans le sang qui n'est pas exactement la même image de ce qu'il y a dans la cellule. Mais là, voilà, on arrive dans des cas compliqués. Et après, là, pour répondre à sa question, là, il parlait de troubles hormonaux, mais du coup, de troubles hormonaux thyroïdiens. Mais après, on peut avoir des troubles hormonaux autres qui sont pas en lien avec la thyroïde. Ouais, donc Euh, on en revient au côté signe clinique, quoi. Bah oui, parce que typiquement, c'était un homme qui a posé la question. S'il a des problèmes de libido, etc., eh ben, il a peut-être pas de problème au niveau thyroïde, il a pas de symptômes, tout va bien, mais il peut avoir d'autres soucis Ouais. hormonaux sur d'autres branches, etc., d'autres parties qui font que ça l'impacte. Même si c'est toujours un peu multifactoriel à chaque fois, il y a toujours des petits voyants un peu partout qu'il faut corriger, des petits boutons à tourner un peu partout. C'est jamais, comme on avait expliqué dans l'épisode sur la RADES, c'est jamais tu manges plus, ça va régler ton problème. Ouais, Ça c'est marche, un allez, ensemble de facteurs toujours. voilà. Et ben c'est pareil en hormonaux, c'est toujours un ensemble de facteurs. Parce que si c'était simple, en fait, j'ai un quelqu'un qui donnait une formation un jour qui m'avait dit ça. En gros, il disait si le cas est simple, tu le verras pas. Cherche pas à comprendre. Parce que si c'était qu'une histoire de juste un petit truc, alors, bon, en fait, tu peux te dire, ça passe un peu, voilà, mais si le cas était simple, souvent, ça finit pas chez toi. Tu le vois pas. Hmm. Ouais. Et puis, tu sais, on en revient au standard hein, des prises de sang. Est-ce que au fil des années, on n'a pas réduit justement les standards parce que ben, la population générale a une santé qui est générale, qui est en baisse justement, et est-ce que Ouais, ces et puis il y a aussi une standards-là question baissent d'argent. aussi, quoi, tu vois? Il y a aussi une question de budget. Tu vois, pourquoi on arrête de doser la T4 et la T3? Parce qu'il y a aussi une question de budget. Je parle Bon, des normes, quoi, en fait, tu vois, oui, bah les normes aussi. Globalement, je connais quelqu'un qui bosse dans un labo depuis très longtemps. Globalement, en 30 ans, elle a vu les normes changer. Pourtant, normalement, on est les mêmes personnes, hein. Ouais, Alors, on ouais. pourrait se dire la science à l'avance. Why not?
Mais on peut aussi se poser la question de est-ce que effectivement la population se dégrade pas? Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des grosses différences quand même au niveau de ces problématiques-là entre les hommes et les femmes? C'est-à-dire, je prends ma question, c'est est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Oui, parce que le système hormonal féminin est plus sensible. Parce que il y a des cycles qui sont un peu plus complexes, il y a plus d'hormones en jeu, elles sont aussi soumises à des stress souvent plus importants que, mais ça je dirais, depuis l'enfance. Globalement, je vais pas, voilà, j'ai donné le mot patriarcal tout à l'heure, mais globalement, les C'est femmes, elles vivent spécial, quoi. beaucoup plus que les hommes dans la vie de tous les jours. Et donc, forcément, bah oui, l'impact, il est plus important. Et même sur le plan physio, c'est plus compliqué. Ok. Et donc, du coup, point de vigilance spécifique pour les femmes, Ah j'imagine? bah oui, clairement. Clairement, sur les apports énergétiques, sur les apports en micronutriments, notamment le fer, qui est, s'il y a un nutriment différent, c'est celui-là, je dirais. Euh, Gestion du stress, etc. Bon, voilà, important. Mais sinon, après, sur le reste, globalement, c'est la même chose que l'homme. La thyroïde, c'est exactement pareil, etc., etc. Tout est pareil, sauf que la partie hormonale féminine, ouais, il y a plus d'hormones en jeu, donc c'est forcément un peu plus complexe. Ok, ok, Donc plus c'est complexe, plus c'est fragile, entre guillemets. ok. Donc, on a bien vu que l'ultra-endurance, c'est quand même une pratique un peu risquée si on ne fait pas les choses correctement. Et en fait, on en revient, c'est pas souvent la problématique de l'entraînement en soi et de la charge d'entraînement, mais c'est plutôt comment on va gérer cette charge d'entraînement par rapport au phénomène de récupération, notamment lié principalement à la nutrition et au sommeil. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, clairement. Plus on en fait, plus il y a de risques. Et que ça soit en volume et que ça soit en intensité, les deux. Et Alors c'est en pas forcément ultra-endurance, le volume brut qui va être un facteur déclenchant de problématique, c'est plutôt ce qu'on va mettre en place pour encaisser ce volume, on va dire. exactement. Parce que ça, c'est aussi un point important. Alors peut-être qu'elles nous écouteront pas là, du coup, parce qu'on est plutôt sur de l'ultra-endurance avec des gros volumes d'entraînement. Mais des fois, on me pose la question, je m'entraîne 5 heures par semaine, Ah bah je oui, peux pas avoir de problème hormonaux. Ah bah ah bien sûr que si, si. ah Tu peux si. même pas t'entraîner du tout et avoir Et, un problème hormonal. mais bien sûr. Parce que en fait, c'est contextuel. Exactement comme tu as dit. Et tu peux t'entraîner 25 heures semaine et n'avoir aucun problème. Tant Ouais. que tu mets en place ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, t'as très bien résumé le truc, c'est l'alimentation, à l'effort et en dehors de l'effort. Et c'est pas qu'une question de quantité. Je reviens à l'épisode sur le REDES qu'on avait fait. C'est une question de nutriments, très important, parce que s'il n'y a pas de nutriments, la physio, elle tourne pas. Euh, Non, je mais je donne. reviens sur sur cette chose-là quand même, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, notamment voilà, des sportifs qui s'entraînent beaucoup et qui ne jurent que par le côté macronutritionnel, à savoir remplir le côté calorique au détriment de la qualité. On va te dire, oh ben, moi, tant qu'en fait, je remplis mes besoins en termes d'énergie, tout simplement, j'ai pas forcément besoin d'aller voir du côté micronutritionnel et ils négligent un petit peu ce côté-là en se disant que c'est moins important. Oui, oui, je suis d'accord, je vois souvent ce message passer, mais sur le long terme, c'est pas une bonne idée. Non. Mais après, ce message aussi, est-ce qu'il n'est pas véhiculé parce que c'est plus simple de dire aux gens prendre les macros que les micros? Parce que forcément, les micros, bah, le sujet est plus compliqué. Et tu peux pas faire de généralité. Parce que c'est plus simple de dire aux gens, bah, faut manger beaucoup de macros, mais dire aux gens, bah, faut manger tant de micros, bah non, parce qu'il faut une bio pour confirmer, etc. Il faut passer beaucoup de temps à essayer de comprendre euh, ce que la personne a besoin. C'est là où peut-être que c'est un petit peu la limite des conseils génériques sur les réseaux sociaux. Parce que oui, il faut des macros, mais c'est pas la seule chose, Oui, clairement. mais parce que on est d'accord sur le côté quantitatif, ok, mais tu peux manger en quantité, mais avoir une alimentation qui est totalement pro-inflammatoire. Et Ouais, ou donc, même sans parler d'inflammation, si tu manges que du riz blanc, matin, oui, midi, bien sûr. soir, pas de légumes,
et que du blanc de poulet, et ben à un moment donné, ça va être compliqué, hein. Et Hmm. tu vois, là, l'alimentation, elle est même pas pro-inflammatoire. Non. L'alimentation, elle pourrait être tout à fait correcte, mais eh ben, il faut peut-être manger pas que du riz, pas que du poulet, mettre des légumes, mettre des fruits, etc., etc., etc. Et puis encore après, eh ben, est-ce que même avec l'alimentation, c'est suffisant? Mais peut-être que là, on pourrait rebondir sur une des questions qu'on m'avait posées sur les compléments. Mais d'abord, je finis, avant peut-être qu'on bascule là-dessus, je finis sur les autres piliers. Donc, alimentation, macro, micro, le stress, le stress. Parce que les gens ont parfois du mal à le cerner, ce stress. Oui, vous faites une sortie longue de 5 heures à vélo, c'est du stress. Oui, vous faites une séance de VMA ou de PMA sur le home trainer, c'est du stress. Mais il n'y a pas que ça comme stress. Pas manger assez, c'est un stress. Votre boulot, c'est potentiellement un stress. Votre conjoint, c'est potentiellement un stress. Il y a plein de stress dans la vie qu'il faut, qu'il faut quand même être conscient et il faut pas les cumuler. Ok? Parce que souvent, les athlètes qui s'entraînent le plus et qui n'ont pas de problèmes hormonaux, à côté, ils ont une vie peace and love, hein. Alors qu'à l'inverse, eh ben, il y en a des fois, juste à 5 heures d'entraînement, il y a tellement de stress dans leur vie, pro-perso, qu'en fait, eh ben, ça peut pas passer, tu peux pas mettre plus. Bah oui, l'extra sportif, il a une Ah bah, importance bien sûr. énorme, Ah énorme. bien, oui, oui, énorme. Et souvent, c'est clairement sous-coté. Clairement, clairement. Et il reste le sommeil, bien évidemment, comme pilier, mais ça, bon, je dirais que c'est assez simple à. Les gens, ça, souvent, ils en ont quand même plutôt conscience, Ouais, versus le stress ou l'alimentation. mais tu vois, c'est encore une fois une boucle parce que tu as une mauvaise alimentation, tu as un stress, donc du coup, tu vas moins bien dormir. Et ça s'alimente et ça s'alimente et c'est un Ah bah cercle oui, totalement vicieux, quoi. ouais, carrément. Euh, donc en fait, en gros, il n'y a pas que le déficit chronique qui est facteur principal, ou c'est vrai. Non, c'est tout le temps, à mon sens, c'est multifactoriel. Ouais. C'est On pourrait pas multifactoriel. mettre le coupable, ce serait pas que le déficit énergétique, quoi, du coup. Au début, ça serait que ça. Typiquement, ça peut être que ça. Typiquement, c'est pour ça qu'il y a des gens que tu verras jamais en consulte sur ce sujet, parce que, hop, ils sont mis un peu en déficit, les voyants s'allument, ils corrigent, hop, hop, hop. Ils avaient un petit problème hormonal qui a débuté, ils ont compris tout seuls, ils se sont écoutés, ils ont corrigé. Crois-moi, c'est réglé. Et ceux-là, tu les verras pas. Euh, Ceux que tu verras potentiellement, c'est justement ceux qui se sont pas écoutés et que c'est de fur et à mesure, ok, à la base, il y avait peut-être qu'un problème de je mange pas assez ou je mange pas bien, mais après, tout ça s'est cumulé, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, et à la fin, c'est allumé partout. Au niveau nutrition un peu plus spécifique, euh, il y a une vague quand même aujourd'hui entre ceux qui sont surglucides et à l'inverse, le côté Low carb, cétogène. céto, ouais. Voilà. Quand on disait priorité aux macronutriments, est-ce que tu as pu identifier justement que la problématique venait d'un apport insuffisant en glucides? Oui, mais Je parle en dehors, hein, pas forcément intra-effort, parce qu'on peut jouer aussi sur le côté-là. ouais, je dirais quand même, effectivement, il y a un problème. Mais Non, parce que j'ai l'impression vraiment qu'on véhicule quand même l'image surglucidique un petit peu sur les réseaux sociaux, quoi, tu vois. ouais, mais globalement, ici, il y a quand même souvent un manque de glucides, clairement. Mais parfois, je vais me retrouver avec des femmes qui mangent assez peu de lipides, qui mangent pas assez de protéines. Donc oui, les glucides, c'est un sujet. C'est là que je Mais veux en venir, c'est que on met peut-être trop l'accent sur le côté glucide, mais moi, dans les accompagnements que je peux faire, ce que j'identifie, premièrement, c'est souvent un manque de protéines, en fait. Tu vois? ouais, J'identifie. moi je pense qu'il y a, moi je vois pas tant le manque de protéines, à part chez certaines femmes, mais chez les hommes pas tant, voire pas. Mais je suis d'accord avec toi. Globalement, on peut pas mettre que l'accent sur les glucides, parce que ça reste, on met pas que ça dans son assiette. Ok. Donc ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil nutritionnel alors, du coup? Bah Faire là c'est accompagner. globalement c'est compliqué à te répondre comme ça en one shot. Si je te donnais une réponse un peu bateau, ça serait de répondre à ses besoins. D'accord. Mais le problème, c'est que comment tu les estimes tes besoins? Si tu connais un peu le sujet, toi, tu sais les estimer. Moi, je sais les estimer. Mais la personne lambda, en fait, on n'apprend pas
à l'école, les enfants, on leur apprend pas qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Exact. Et Quand tout est t'es... différent selon la charge d'entraînement, selon la capacité de la personne à bien métaboliser les Oui, différents. et même pas que de la charge, parce que sur de l'ultra-endurance, tu vois, une RAF, typiquement, eh ben, y a pas C'est énorme d'athlètes qui peuvent passer 80 grammes à l'heure pendant plusieurs jours, hein. c'est Euh, impossible, ça. Ça, c'est Bah impossible. voilà. C'est de Donc, l'utopie. Je l'ai fait 2 fois, la RAF 2500. Je sais ce que c'est. bah oui, je sais bien. Donc déjà, si tu arrives à mettre 10-20 grammes, c'est déjà pas mal. Ben, Et bien après, sûr. tu vas manger un peu de solide régulièrement. Donc chez Tu ces reviens à une athlètes-là, vie normale, en fait. bah voilà. Tu es Donc obligé. chez ces athlètes-là, tu vas pas du tout avoir la même alimentation quotidienne que le mec qui court du 1500, quoi. Exactement. C'est là où, du coup, on en revient peut-être à nos, tu vois, des conseils qui sont trop génériques parfois sur les réseaux sociaux, parce que tu peux difficilement généraliser. Donc, je reviens à ce que je te disais juste avant, un peu provoque, mais en fait, il faut répondre à tes besoins. Et c'est là où il faut comprendre ce que tu as besoin et comment tu fonctionnes. Et c'est là où c'est pas simple, parce que si personne ne te l'a expliqué, eh ben, tu peux Oui, vite te bah, laisser avoir par ce que tu as entendu à gauche, à droite, quoi. exactement. Et puis c'est un sujet tellement vaste, on ne peut pas donner de réponse généraliste, mais c'était surtout pour dire que voilà, il ne faut pas négliger le côté macronutritionnel, mais que le côté micronutritionnel, il est d'autant plus important aussi, et tout est en Ouais, synergie en fait. Donc ne pas négliger, ne pas mettre que l'accent sur le côté je remplis simplement mes besoins sur le fond, mais après il y a besoin de spécificité quand même, quoi. ouais, Au niveau des compléments alimentaires, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler sur ouais. ce côté-là aussi, est-ce qu'il y a des choses à privilégier? Est-ce que quand il y a des symptômes ou des signaux cliniques, on doit se ruer sur les compléments alimentaires ou, comme toujours, on doit d'abord passer par le côté nutrition et après, éventuellement, le côté complément? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Euh, Bah du coup, ça rebondit à une question qu'on m'avait posée là, qui était est-ce que c'est cohérent de vivre avec, de prendre des compléments pour supporter son mode de vie? Donc mode de vie, on Exactement. entend le sport et puis tout ce qui va à Mm. côté, hein. Euh, alors, je dirais il y a plusieurs points ici. C'est que déjà l'alimentation, elle est quand même globalement de plus en plus pauvre. Fruits, légumes, etc. Il y a de moins en moins de nutriments à l'intérieur parce que les sols sont de plus en plus pauvres. Bon, ça c'est déjà un premier point. Donc là, déjà, il en manque un peu. Ensuite, plus on fait de sport, plus on en a besoin. Et donc, on peut en combler une partie dans l'alimentation, mais on n'arrivera pas à tout combler, malheureusement. Euh, donc, il y a des choses qu'il va falloir apporter en plus. Donc là, facile à comprendre, hein, mais globalement, c'est la même logique que vous prenez des glucides à l'effort, ou vous mangez plus de glucides, ou plus dans l'alimentation de tous les jours, vous allez manger plus. Eh ben, il faut aussi plus de nutriments pour faire fonctionner le bazar. Pas plus compliqué que ça. Euh, Ensuite, il y a des petites choses qu'on peut complémenter facilement, je dirais, en fonction des symptômes. Magnésium, par exemple, la paupière qui cligne un peu toute seule, stressé, un peu de fatigue, du sommeil un peu perturbé, plus stressé, etc. Bon, on peut se dire, ok, allez, on peut mettre un peu de magnésium. Bon, Bon, attention, là, enfin, on travaille avec le même laboratoire qui est d'Inveo, enfin, on conseille un petit peu ça, mais euh, il y a magnésium et magnésium quand même. oui, bien sûr. Bon, tu les as cités. Moi, je cite jamais personne sur les réseaux sociaux. Mais globalement, oui. Et je donnerais, tu vois, je, si je devais donner un conseil sur les compléments et les formes de compléments, je dirais que le plus simple, c'est de s'abonner à la chaîne de NutraStream, qui donne beaucoup d'infos sur le sujet, parce que sinon, on pourrait faire un épisode de Oui, 25 heures juste sur ça. Mais effectivement, il y a magnésium et magnésium, mais il y a aussi toutes les autres compléments il y a certains labos, il y a un petit delta entre ce qui a marqué sur la boîte et ce qui a marqué, ce qu'il y a dans la boîte et dans la et gélule. chaque type de magnésium a une action différente. Exactement, ouais, exactement. Là, on va dire un qui est quand même relativement intéressant, c'est le magnésium bisglycinate. Ouais, le bisgly est intéressant, mais tu vois, potentiellement plus pour un peu calmer le système nerveux. Donc sur le sommeil, par exemple, intéressant, mais le taurate de magnésium est intéressant sur la gestion du stress, le cardio. Euh,
Bah, il y en a Donc, qui vont jouer sur le côté cognition, vraiment aussi. ouais, il y en a qui vont jouer sur le cognition et le malade plutôt sur la partie production d'énergie. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu. Parfois, il y a besoin de faire des mélanges. Parfois, je mélange pas. Ça va dépendre un petit peu. Bon, il y a le fer. Typiquement, ne supplémentez Ah, pas sans prise de sang, s'il vous plaît, parce que le fer en excès est pro-oxydant. Donc, s'il y a besoin de fer, ok, vous pouvez supplémenter, mais si, et vous devez contrôler dans le temps, mais sinon, on supplémente pas à l'aveugle. Voilà. Mais après, donc pour répondre à la question, eh ben en fait, après il me faut une bio et puis on regarde, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui manque pas. Parce que globalement, j'ai rarement une bio de sportif d'endurance et encore plus de sportif d'ultra où tout est ok. Parce qu'on utilise tellement de nutriments qu'en fait, il y en a besoin d'en apporter en plus. Alors que potentiellement chez les sédentaires, j'ai peut-être d'abord rien besoin de mettre, mis à part un peu de vitamine D, et peut-être un peu de magnésium, et le problème est réglé. Tu hmm. vois. Mais voilà. J'aime bien l'exemple de la voiture. Votre voiture de rallye, il y a besoin de changer les pièces, peut-être à toutes les spéciales parce que vous en utilisez beaucoup plus des pièces, vous les usez beaucoup plus. Par contre, la petite Twingo pour aller chercher le pain, ça se trouve, vous faites même pas la vidange et elle roulera toujours dans 5 ans. Voilà. Sans changer aucune pièce parce que vous l'utilisez 3 fois dans la semaine pour faire 5 bornes. Ben voilà. C'est un peu toute la subtilité. Plus il y a besoin, potentiellement, plus il faut supplémenter sans tomber dans les trucs un peu magiques. On me pose souvent la question, je vais pas, allez, citrulline ou créatine ou je ne sais quoi. Ok, il y a des intérêts, pourquoi pas. Mais souvent, c'est la cerise sur le gâteau. La J'allais te base, elle poser est, une question justement sur la créatine, tu vois. c'est intéressant la créatine, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'avant, il y a tellement de choses à faire que est-ce qu'il faut pas déjà combler toutes tes autres carences si t'en as? Bien sûr. Et ensuite, une fois que tout est ok, bah oui, la créatine, vas-y, c'est intéressant. Tu vois? Mais pas avant. Tu vois, c'est un peu comme à l'entraînement. Si le mec veut déjà faire du double seuil alors qu'il commence à courir depuis une semaine, quoi. Exactement. Doucement, doucement. Comme un peu les plantes adaptogènes aussi. Qu'est-ce que tu penses tu sais, de ashwagandha, par exemple? Ouais, bah intéressant, mais pareil, c'est qu'un petit coup de pouce que tu peux avoir besoin dans un contexte particulier. Parce que si t'es méga stressé, ton boulot, ta vie perso, ok, tu prends un peu d'ashwagandha, ça va t'aider un peu, mais il faut quand même que tu règles le fond des problèmes. Ouais, Parce que tant que tu règles pas ce fond de problème, tu vas peut-être pas prendre de l'ashwagandha toute ta vie. exactement. Pas trop de sens. Il faut quand même essayer de régler ce souci, quoi. Exactement. Du coup, on l'a dit, priorité pour un sportif d'ultra, c'est ben, bien s'alimenter, bien Ouais, répondre à ses besoins, ouais, bien dormir, tout simplement aussi. ouais, Euh, respecter un petit peu sa charge mentale, c'est-à-dire en extra sportif, pas prendre que le côté charge d'entraînement, nutrition, sommeil, mais aussi voir le côté charge extra sportive et stress général. Il y a un autre facteur qu'on n'a pas évoqué, je t'en ai parlé là, avant qu'on engage dans l'épisode, c'est le côté pollution, ouais. parce qu'on s'entraîne en extérieur. Et du coup, la pollution influe quand même sur le côté hormonal. Est-ce que ça, en tant que sportif, on est encore plus sujet à ce phénomène-là, du coup? Encore plus, je sais pas. Mais Ça peut clairement, accentuer, quoi. oui. Et clairement, les perturbateurs endocriniens, ça reste quand même globalement un sujet important. Euh, Parce que typiquement, j'en reviens à la question sur la thyroïde où j'aurais pu rester 1 heure. Les perturbateurs endocriniens sur la fonction thyroïdienne, ils sont quand même assez connus, mais il y en a aussi sur les hormones sexuelles. Donc, et ça, vous ne voyez pas à la prise de sang. C'est un peu toute la complexité de la chose, où du coup, des fois, on peut avoir quelque chose qui est un peu décorrélé de qu'est-ce que j'ai à la prise de sang et qu'est-ce que j'ai en réalité, parce qu'on ne le voit pas. Et c'est là où c'est compliqué, clairement. Et on baigne dans un bain de pollution et de perturbateurs endocriniens un peu constant.
Il y a Anthony Berthaud qui dit, et j'aime bien cette petite phrase, malheureusement, c'est qu'en fait, il faut alterner les polluants. Et du coup, pas manger la même chose tout le temps. Ouais. Mais c'est un peu pareil pour le reste, hein. C'est-à-dire, idéalement, pas boire la même eau tout le temps. Euh, ou sinon, faut la filtrer si c'est de l'eau de chez soi. Mais pareil, si on boit de l'eau en bouteille pour X raisons, eh ben, normalement, idéalement, il faut essayer de tourner. Euh, et puis après, il y a bien évidemment éviter tout ce qui est plastique. Tout ce qui est en plastique qui touche les aliments, il faut éviter. Ouais. Euh, faut faire gaffe aux cosmétiques, produits ménagers, etc., etc. Mais oui, clairement, c'est un sujet aujourd'hui qui va, enfin, ça va sans doute devenir un sujet de santé un peu publique dans les années à venir, hein, ce problème-là. Ouais, bah c'est pour ça que je trouve que c'est un facteur qui est quand même relativement sous-estimé, tu vois. Ouais, mais et puis en plus, on n'a pas beaucoup d'infos. Ah oui, on n'a pas de Euh, données. on n'a pas trop de données parce que ça se dose pas en routine et parce que ça reste là aussi tellement multifactoriel que globalement entre les PFAS, enfin bref, il y en a partout quoi. Hmm. Selon toi, est-ce que, question, on peut pratiquer vraiment durablement dans le temps, euh, avoir un gros volume d'entraînement, enfin, pratiquer l'ultra, on va dire, durablement sans compromettre sa santé au niveau hormonal? Ou ça Je va clasher dirais à un moment je donné? dirais oui, mais en fonction du contexte qu'il y a autour de la personne. C'est-à-dire, je reviens, c'est est-ce que plus on vieillit, plus c'est compliqué de Non, je d'avoir... pense pas. Non? Non, je pense pas. Tant que tu vois, t'as pas un mode de vie autour, que tu dors bien, t'as pas de stress dans ta vie, etc., que tu manges, t'as pas de carence et que tout va bien, je vois pas pourquoi. Après, tu aurais les contraintes au bout d'un moment forcément un peu mécaniques en vieillissant, etc., hein. Enfin, ça, faut pas l'oublier. Puis tu as l'hormono qui baisse forcément aussi avec l'âge. Mais en dehors de ça, à mon sens, si le contexte est favorable, parce que la personne, elle le garde favorable, il n'y a pas de raison que ça soit problématique. Ok. Si c'est cohérent. Non, tu serais pas d'accord avec ça? Si, si, ouais, ouais. Non, mais globalement, oui, moi je pense qu'on peut durer et être durable si on fait les choses correctement, mais je trouve que plus on vieillit et plus il faut être encore plus vigilant peut-être. Ah bah oui, c'est sûr. Ah oui, oui, bah oui, c'est sûr. Enfin, tu vois, l'exemple un peu tout con, mais quand t'as 18 ans, tu peux faire une nuit blanche, le lendemain, ça va à peu près. Pas la grande forme, mais ça va. Et là, tu fais une nuit blanche à 40, 50, 60 ans, bah, tu mets une semaine à t'en remettre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, forcément. Mais si le contexte, ouais, comme je pense que pas de raison que tu puisses pas en continuer quand même sur le long terme. Après, forcément, au bout d'un moment, tu te fais quand même rattraper par large, hein. À 80 ans, tu vas peut-être pas faire une raf, ça va être compliqué, quoi. Non, mais parce que tu vois, bon, après c'est surtout au niveau de l'analyse un peu des personnes entre guillemets qui sont élites devant en ultra trail, je remarque qu'il y a quand même des cycles en fait. Tu vois, c'est-à-dire que à part, on va prendre des exemples comme Antoine Guillon qui sont encore là depuis des années, mais je veux dire, on voit pas quand même trop souvent, tu vois, des athlètes qui sont là 20, 30 ans comme ça dans le milieu. Et il y a un petit peu des cycles qui se renouvellent tous les 3, 4, 5 ans et d'autres athlètes prennent le lead, etc. Et je trouve Oui. que c'est dur Ouais, parce que là, c'est le haut niveau. Mais tu vois, c'est comme un peu dans les autres sports. Tu peux pas rester à haut niveau pendant vraiment longtemps. Tu vois, comme tu dis, peut-être 4, 5 ans, allez, 10 ans grand max. Après, je pense que c'est un peu plié. Tu peux rester performant, rester élite, mais tu seras peut-être pas sur le devant de la scène comme tu l'as été à ton meilleur niveau, quoi. Mais après, il y a aussi potentiellement, on en revient quand même il y a quand même plus de risques d'avoir des soucis. Bah, oui, parce que personnellement, je prends mon exemple personnel, mais je faisais beaucoup, beaucoup plus d'ultra trail à une époque. Et là, je suis passé plus sur le côté ultra cyclisme. J'estime quand même qu'il y a moins de problématiques au niveau mécanique, mais aussi on le néglige au niveau digestif, en fait. Tu Ah bah vois? oui. Ah oui, non, mais clairement. Clairement, ça crée des chocs, les chocs à répétition comme ça. Je trouve que c'est quand même plus problématique sur des sports qui sont non portés et des sports à choc comme ça, quoi, tu Oui, vois. oui, clairement.
Et ceux qui arrivent à rester à bon niveau longtemps, sur du long, c'est des athlètes, tu vois, qui n'ont pas de troubles digestifs en général. Globalement, c'est un peu. Ouais. Sinon, effectivement, l'athlète, il fait 1 an, 2 ans, et puis après, oh là, non, mais là, il faut que je fasse autre chose, quoi. Parce que sinon, ça va pas tenir bien longtemps, Et puis l'affaire. surtout avec les quantités de glucides qu'on véhicule. Enfin, je veux dire, moi, à l'époque, moi, ça fait plus de première ultra, je l'ai fait en 2014. Euh, si je reviens, si je mangeais 20 à 30 grammes de glucides par heure, c'était beaucoup, hein, parce qu'il y avait Ouais. plus toutes ces notions-là. Aujourd'hui, tenir dans le temps, tant pour les entraînements que sur les courses avec des hauts niveaux comme ça, moi, je ne sais pas ce que ça va. On en avait déjà évoqué, mais je ne sais pas ce que ça va faire sur l'avenir, en tout cas. Il y a Bah, plus pour le moment, on n'en sait rien, globalement. On peut pas dire que c'est OK, et on peut pas dire que c'est pas OK, parce qu'on a zéro info, Ouais, pour le coup. il n'y a Euh, pas. non, il n'y a pas d'info, donc on peut rien dire. Celui qui vous dit que c'est OK, il y a pas d'info à 10, 20, 30 ans sur une population de plusieurs centaines de personnes. On n'a rien. Ouais. Non, On on n'a va rien. juste mettre ça sur le côté, bah, à l'effort, il n'y a pas d'hypoglycémie réactionnelle et le corps, il utilise pleinement les glucides que tu vas lui donner. Certes, euh, Ouais, mais il y a l'impact sur le microbiote potentiellement qu'on maîtrise pas encore, qu'on maîtrise pas pour le moment. Donc, puis ça reste des produits transformés qu'on consomme, tu vois. Donc, ça ouais, aussi. oui, oui, oui. Et puis il reste quand même le problème de même des troubles digestifs à l'effort, Mais bien sûr. globalement, qui sont quand même À un sujet. répétition, j'estime que c'est pas forcément la meilleure. Ah bah non, non, surtout quand Pour l'organisme. ça reste quand même un pilier central, la digestion. Ouais. Euh, si tu aurais un message clé, on va tout doucement conclure, mais si tu aurais le message clé que tu souhaiterais transmettre aux sportifs, tu dirais quoi par Alors, rapport à cette de problématique? s'écouter, globalement, parce que votre corps, il vous parle sur plein de choses, tous les petits symptômes qu'on a évoqués. Si vous vous écoutez, il y a déjà plein d'infos, globalement. Ensuite, de se faire accompagner si on s'en sent, enfin, si on pense qu'il y en a besoin. Et c'est le médecin, ça peut être le psy, le prépa mental, le coach, le nutritionniste, la gynéco, bref, en fonction de la problématique que vous avez, il y a un panel quand même large, et ça peut être aussi plusieurs personnes en même temps. Globalement, c'est même souvent le cas d'ailleurs. Euh, voilà. Et puis après, bah, je dirais quand même de essayer de répondre à ses besoins et puis de pas sous-estimer, comme on a dit plusieurs fois, tout ce qu'il y a autour du sport, sur le plan charge mentale et sur le plan stress. Euh, Parce que Nico Martin m'a dit plusieurs fois, euh, quand il était devenu athlète pro, moi je suis payé à me reposer. Donc, ok, il double dans la journée, mais il peut faire la sieste. Vous, si vous doublez dans la journée et que vous avez un boulot, vous faites pas la sieste, Non, vous mais bossez, et peut-être il y a les enfants à récupérer à l'école, leur faire les devoirs, la douche, etc., etc., etc. Non, mais exactement, parce que tu vois, bah, les athlètes que j'encadre, des fois, ils me disent, ah bah tiens, mais j'ai vu le pro là, il fait ce type de séance, etc. Ouais, mais lui, il fait sa séance, après, il doit se reposer. Et il n'a pas Exactement. d'autres contraintes que de se reposer. Oui, il faut qu'il Faut se repose pas- parce que demain, et parce qu'il a un contrat pro, il faut qu'il soit performant. C'est son Exactement, job de se reposer et d'être performant. exactement, exactement. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Est-ce que tu vois quelque chose vraiment à rajouter? Non, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et si vous êtes, oui, si vous êtes confronté à des problèmes hormonaux, euh, globalement, faut pas que ça soit mis sous le tapis, à la fois de votre côté, mais à la fois par un professionnel de santé. Parce que ça, j'en vois malheureusement beaucoup, beaucoup trop souvent. Une femme qui a pas ses règles, le médecin, le gynéco qui va lui dire c'est pas grave, c'est normal, vous faites du sport, on verra plus tard. Non, parce qu'il y a c'est comme je disais au début, c'est pas qu'une histoire de faire des bébés, c'est une histoire de santé et de performance. Donc globalement, s'il y a un souci, il faut trouver ce pourquoi il y a un souci. Et il faut pas dire on verra plus tard ou c'est pas grave ou je ne sais quoi. Voilà, il faut s'en occuper. Bon bah. Ok. Est-ce que tu aurais un livre, des ressources, des articles ou des personnes à suivre sur Instagram ou des sites à aller voir pour s'informer de manière qualitative sur le sujet, on va dire? Ah bah, de toute façon, je te donnerai pas du Pacali. Bah, sur les compléments, on a parlé des NutraStream.
Il y a un très bon livre sur l'hormono pour les femmes. Reprenez le pouvoir, je crois que ça doit être de Guénaël Abéguilé, qui est Stream, très bien. du- Ça doit être, attends, je vais te dire ça. Reprenez le pouvoir. Euh, si tu me laisses 2 secondes. Ouais, ouais, vas-y. Hop, troubles hormonaux. Reprenez le pouvoir. Voilà. Ok. Très bon livre, plutôt orienté femme. Et puis après en hormono, ça devient vite, y a pas de livre sinon. À part ça, c'est de la physio, c'est de la bio. Il faut se former sur le sujet quoi. Après c'est vraiment très pointu. Ok, ok. Bon. Au pire, les gens, s'ils ont des questions en particulier, ils peuvent éventuellement. Tu es assez réactif hein, sur les réseaux Oui, oui, sociaux. oui, s'ils ont toujours une question. Alors attention, je vais pas faire de Ah ben, consult bien sûr, en, et ils peuvent se en poser. MP, hein. S'ils Non, veulent aller plus loin dans la démarche, bien évidemment, il faut qu'ils passent le cap de se faire accompagner avec toi sur le sujet. oui. Ouais, je réponds avec aux questions, c'est pas un souci, mais parfois, tu vois, je vais des gens qui vont m'envoyer leur bio en Ah bah privé sur oui, Insta. Déjà, on fait pas ça, parce qu'il y a quand même un peu de choses confidentielles. Et puis, comme on a dit dans l'épisode, c'est qu'en fait, il me faut toutes les infos. C'est pas une valeur sur une prise de sang, parce que ça n'a pas de sens. exactement. Tu vois? Exactement. C'est un peu comme si je t'envoie ma fréquence cardiaque d'une séance, là, et je te dis qu'est-ce que t'en penses? C'était quoi la séance? Il y avait quoi les jours précédents? Qu'est-ce que tu prépares? Bref, il te manque plein d'infos. Juste une donnée comme ça n'a pas de sens. Exactement. Exactement. Voilà. Bah écoute, Seb, je te remercie. Avec plaisir. On est avant les périodes des fêtes, donc je te souhaite de bonnes fêtes Bonne de fête. fin d'année. Bonne fête à tout le monde. Profitez-en. Doucement, doucement sur les excès. Ouais. Mais il faut quand même se faire plaisir. Vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Il n'y aura pas de souci. Allez, bon, Allez, à plus. Bye bye. à plus, ciao. Ciao.